Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa Télévision, la chaîne du continent. Et merci pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. Aujourd'hui, c'est le 31 mai, la journée mondiale sans tabac. Le tabagisme est un fléau et l'un des pires qui soit. Ses victimes, les fumeurs et leur entourage. Il se fait que toutes les études sérieuses concordent pour dire que l'Afrique est en passe de devenir la cible prioritaire dans la stratégie de développement des industries du tabac. Nous allons en savoir un peu plus au cours de cette émission avec Madame Diallo Adama Diakité, qui est la présidente de Relutas, qui est le réseau de lutte contre le tabac, l'alcool et les stupéfiants. Et Dr Ouattara Dabou Kadijatou, qui est médecin, pneumophysiologue. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. À la fin de l'émission, je vous inviterai à réagir aux appels téléphoniques des téléspectateurs d'Africa Télévision. Le tabac est la première cause de mortalité évitable au monde. Chaque année, il tue près de 6 millions de personnes, dont plus de 600 000 fumeurs passifs. Il est estimé que d'ici 2030, le tabac causera la mort de 8 à 10 millions de personnes par an. Et parmi ce nombre de morts, environ 80% surviendront dans les pays en voie de développement, dont les pays africains. L'usage quotidien et sur une longue période des produits du tabac constitue la première cause de mortalité prématurée. L'OMS estime que le tabac a tué au XXe siècle 100 millions de personnes et pourrait en tuer 1 milliard au cours du XXIe siècle. Un fumeur régulier sur 2 meurt d'une maladie liée au tabac. L'usage du tabac est responsable de 30% de la mortalité par cancer, de 25% de la mortalité par maladie cardiovasculaire, de 75% de la mortalité par maladie respiratoire chronique. Selon le Centre international de recherche sur le cancer, le tabagisme passif accroît le risque de cancer du poumon et de maladies cardiovasculaires de 30%. L'absence de volonté politique des États, la fraude fiscale, la corruption, la faiblesse des douanes, la lenteur des procédures judiciaires, la clémence des peines, le manque de communication et de collaboration entre pays voisins sont les principales causes de l'inefficacité de la lutte contre le développement du tabagisme, surtout en Afrique. Or, 63% des décès dus à une maladie non transmissible sont imputables au tabac. Selon la FAO, la consommation du tabac compromet sérieusement l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. La production de tabac brut en milliers de tonnes en 2011 est la suivante. La Chine vient en tête, puis l'Inde, le Brésil, les États-Unis et le Malawi. La plus grande compagnie de tabac dans le monde en volume est la China National Tobacco Company. La publicité du tabac est de plus en plus restreinte autour du monde, excepté notamment en Afrique. La méthode la plus efficace pour endiguer la propagation de la consommation du tabac passe par des politiques volontaristes réduisant directement la demande. Il existe une convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac qui définit les différentes mesures de lutte à mettre en œuvre pour prévenir, en particulier les jeunes, de commencer à fumer, pour aider les fumeurs à cesser de fumer et pour protéger les non-fumeurs contre l'exposition à la fumée du tabac. Cependant, les autorités politiques africaines ferment les yeux, par complicité intéressée ou pire par indifférence, pour ne pas voir les effets néfastes du tabagisme sur une jeunesse pourtant majoritaire. Rappelons enfin que le tabac est l'une des principales causes de décès, de maladies et d'appauvrissement en Afrique et dans le monde. Voilà, mesdames, vous avez vu les éléments introductifs de cette émission. Je vais juste vous demander de suivre le micro-trottoir avant que nous n'entamions notre discussion. Je pense que c'est un grand drame. Il faut tout faire pour arrêter cette tendance-là. Parce qu'effectivement, ce que les producteurs de tabac ne peuvent plus avoir dans les pays développés à cause des taxes de la législation, aujourd'hui ils sont en train de l'avoir en Afrique où malheureusement nos gouvernements n'ont rien fait. Bon, on sait bien que ce n'est pas bon pour la santé,
mais on fume. Parce que j'ai commencé depuis longtemps. Je ne sais pas comment je vais laisser même quoi. Il faut bien mener des combats pour arriver à quelque chose. Si on laisse faire les choses, on n'aboutira à rien. Le tabagisme est un fléau, si je peux dire, donc autant commencer par là. Le tabagisme est un véritable problème de santé. Le tabac tue un grand nombre de personnes chaque année dans le monde. Et je pense que il est bon de trouver des mesures vraiment pour freiner peut-être ce fléau-là. Voilà. Madame Diallo, est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a le plus frappé dans les éléments introductifs de l'émission? Bon, merci, Monsieur Marico. D'abord, il s'agit du nombre de décès par an, qui est 8 millions et 1 milliard au XXIe siècle, ça veut dire dans ce siècle-là. C'est ce qui m'a frappé, parce que je sais que c'est une réalité, étant donné que le tabac est un facteur de risque de presque toutes les maladies chroniques. Je parle sous le couvert du médecin. Donc, si 1 milliard de personnes décèdent, peut-être que l'Afrique va se taper les 80% de ce milliard. Cela signifie que l'Afrique, c'est le dépotoir maintenant de l'industrie du tabac. Je ne sais pas si c'est parce que c'est l'analphabétisme. Parce que ce qui est écrit sur les paquets de cigarettes, par exemple, c'est écrit dans une langue que peut-être la majorité de la population africaine ne comprenne pas. Donc, c'est une réalité et c'est un fléau principalement pour l'Afrique qui m'a frappé. La deuxième chose qui m'a frappé, je vois maintenant que c'est un début de prise de conscience de la population. Parce que beaucoup de gens ont dit que ce n'est pas bon, il faut combattre. En 98, on ne pouvait pas entendre ce mot, c'est pas bon, il faut combattre. Donc c'est déjà un début d'espoir pour les réseaux, les associations qui sont en train de lutter contre le tabac. Donc ça, c'est ma première réflexion par rapport à ce que je viens de voir. Et le médecin, qu'est-ce qui vous a frappé dans les éléments introductifs de cette émission? Merci M. Marico et on remercie Africable de nous donner l'opportunité de parler de ce fléau qu'est le tabac. Alors comme mon prédécesseur, Madame Diakité, ce qui frappe, c'est surtout l'impact du tabagisme au niveau mondial et bientôt en Afrique. Donc, comme elle l'a dit, actuellement, on est à 100 millions de décès. Et la projection de l'OMS veut qu'on arrive à 1 milliard. Donc là, ça veut dire que le tabac va décimer une grande partie de la population. Mais en dehors de cet impact, il y a aussi le poids. Parce que comme a dit mon prédécesseur, ça fait partie, le tabac est lié aux premières causes de mortalité. Selon le classement de l'OMS, on a 8 premières causes de mortalité. Et 6 d'entre elles sont liées au tabagisme, soit directement, soit indirectement. Et sur les 5 millions de personnes qui décèdent, il y a 2 millions qui sont en Afrique. Pourtant, l'Afrique représente déjà le berceau de l'humanité et, selon plusieurs études, l'avenir même du monde par rapport à la jeunesse de sa population. Alors, si déjà on a une population qui s'adonne à cette pratique, on voit que l'avenir de l'Afrique ne sera que difficile, tant sur le plan économique, du fait du poids, donc sur la santé. C'est des maladies chroniques et déjà des pays qui sont en voie de développement, des populations qui sont pauvres et qui vont s'appauvrir avec l'augmentation des frais de santé. Donc, comme a dit mon prédécesseur, c'est vraiment une aubaine pour nous de participer à cette émission, mais c'est aussi un bonheur de reconnaître que plusieurs de nos compatriotes africains et dans le monde se rendent compte actuellement de la nécessité de combattre réellement ce fléau. Oui, docteur, mais un des interviewés a dit je sais que c'est mauvais, mais je continue à fumer, je ne sais pas comment faire pour arrêter.
Madame Diallo. Oui, tout à fait. C'est une réalité. Ce matin, on en parlait. Souvent, on est plus enclin à créer des centres de cure pour les drogués et pour les alcooliques, mais très souvent, on oublie de créer des centres de sevrage pour les fumeurs, ceux qui consomment le tabac. Et moi, je sais que depuis 2000, j'ai un projet de création d'un centre de sevrage parce que fumer, c'est rentrer dans une prison. On rentre seul, mais on ne peut pas sortir seul. Ce qui peut faire sortir seul, c'est peut-être l'avocat. L'avocat, c'est nous et c'est les centres de cure. Donc j'ai ce projet et je me promène avec ce projet. Je n'ai pas eu de partenaire pour prendre ce projet en charge. Et je sais qu'en sensibilisant, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent arrêter de fumer. Donc maintenant, nous avons adopté la stratégie de sevrage individuel. Ça veut dire que quelqu'un vient à moi, je l'aide à arrêter de fumer. Vous savez comment aider à arrêter de fumer? Nous avons un plan que nous avons hérité de Vie et Santé de la France, qu'on appelle le plan de 5 jours. Donc nous avons, avec ce plan, c'est un cahier, on l'appelle le cahier de libération, parce que comme je l'ai dit, c'est un prisonnier, il faut le libérer. Donc il y a 13 éléments qui sont là-dedans, de la santé au comportement, aux habitudes alimentaires et tout ce qui est lié au tabac. Parce que le tabac, quand vous consommez le tabac, beaucoup de choses se rallient. Il vous crée des besoins irréels. Par exemple, je ne peux pas digérer sans que je ne fume. Je ne peux pas dormir si je ne fume pas. J'ai des soucis. Donc c'est des éléments comme ça qu'on met dans le cahier. On dit aux fumeurs, utilise ce cahier comme ton confident. Donc il se confie dans son cahier. Il se remet en cause, en plus de ce que lui-même il met dans le tabac. Parce qu'à chaque fois qu'on achète une cigarette, ça fait 35 francs qu'on met dans la fumée. On va en arriver là, parce qu'il semble que le tabac appauvrit. On va y arriver. Donc, avec ce cahier, nous sommes arrivés à faire abandonner le tabac par beaucoup de gens au Mali. Très bien. Mais c'est un programme qui n'est pas officiel et qui mérite d'être officialisé parce que ensemble, avec 2 ou 3 personnes ensemble, ils peuvent arrêter de fumer. On va arriver au rôle de l'État dans cette affaire, ainsi que celui de la société civile. Le temps que je demande à docteur de me dire pourquoi, d'après vous, c'est l'Afrique qui a été ciblée pour être le lieu de prédilection pour le développement du tabagisme par l'industrie du tabac. Pourquoi l'Afrique? Pourquoi l'Afrique? Parce que déjà au niveau de l'Afrique, les législations anti-tabac ne sont pas aussi fortes qu'en Occident. Parce que l'Afrique est rentrée dans une spirale de mime, on va dire. C'est quand l'Occident prend les devants que l'Afrique suit. Donc nous, on est un peu le wagon, l'Occident, la locomotive. Donc l'Occident a commencé à prendre des mesures drastiques. Et donc les firmes de tabac ont de moins en moins d'adeptes. En tout cas, ils ont moins la possibilité par rapport aux consommateurs qui sont moins libres. Alors qu'en Afrique, c'est pratiquement un terrain vierge par rapport à tout ce qui est législation, par rapport à tout ce qui est prise de conscience individuelle. Donc c'est plus facile de venir sans contrainte, tenter de faire des publicités, tenter de parrainer et tenter d'influencer une population qui majoritairement est jeune et qui, pour diverses raisons de reconnaissance, s'adonne donc à cette pratique. Madame Diallo, pourquoi est-ce que, parce que docteur nous dit, c'est parce que la législation en Occident est drastique que l'industrie tabagière mondiale se détourne vers l'Afrique. Mais il suffit que nous ayons le même type de législation. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, moi je dirais plutôt que peut-être qu'il y a le manque d'information aussi en Afrique. Manque d'information de qui? Sur le tabac réellement. Et il y a aussi les stratégies de l'industrie du tabac qui savent à quelle porte il faut taper.
C'est-à-dire la porte de l'Afrique, comme elle a dit, c'est une porte vierge. C'est une population qui accepte. C'est des gouvernements qui sont enclins à prendre des prêts, des subventions à tout moment. Et je sais que les firmes de tabac sont excessivement riches. Donc, dans un pays pauvre, si un peu, on a l'occasion de profiter quand même des impôts assez élevés ou bien des impôts qu'on peut prendre même à l'avance. Donc, on est facilement enclin à accepter ce qui se passe. Même s'il y a des législations, c'est des législations peut-être la plupart du temps influencées même par l'industrie du tabac. Nous avons été témoins de ça. Expliquez-nous ça, madame. Ça veut dire que l'industrie du tabac, quand on fait par exemple des lois, c'est quand je vais du côté commercial, quand je veux faire une loi par exemple sur la commercialisation par exemple du tabac, je n'ai pas besoin de l'avis de l'industrie du tabac. Je suis autonome, je suis indépendant, je suis un pays indépendant. J'impose ma loi. Et je dis, c'est ce que nous devons faire chez nous. Quitte à l'industrie de partir ou de rester. Mais pourquoi on ne le fait pas? Mais réellement, au fond, le fond, est-ce que cela peut se passer? Comme elle l'a dit, la pauvreté, le manque d'information, l'influence et ceux qui fument, l'analphabétisme, l'exposition, tout ça, et les films qui passaient avec les cow-boys, les grands acteurs qui ont la fumée et qui dessinent même avec la fumée de la cigarette. Ce sont des éléments que l'industrie du tabac utilise dans un pays où les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Oui, mais les dirigeants, mais madame, les dirigeants, eux, ils savent quand même. Bon, les dirigeants savent, ils connaissent les méfaits du tabac, ils connaissent les stratégies de l'industrie mondiale du tabac, ils connaissent la communication du tabac, ils connaissent la publicité, ils savent tout ça. Bon, moi je ne suis pas... je suis d'accord, mais je pense que c'est pas... la connaissance des méfaits du tabac, ce n'est pas une question de niveau intellectuel. Hein. Je pense que ceux qui sont dans la rue, qui ont dit tout de suite là que c'est un fléau. Non, moi je parlais des décideurs politiques, oui, parce que vous avez parlé de législation. Oui. La législation est faite par les représentants du peuple. Oui. Ils sont à l'Assemblée. Oui. Et ceux-là, soit à l'initiative du gouvernement, soit à leur propre initiative, ce sont eux qui introduisent les projets ou les propositions de loi. Alors si des lois doivent être prises contre l'industrie tabagère, je ne vois pas quel est l'obstacle qui peut empêcher à ces institutions-là, qu'il s'agisse du gouvernement ou du Parlement, d'en avoir l'initiative. C'est la question que je vous pose. Je crois que j'ai partiellement répondu de façon indirecte, parce que j'ai dit qu'il y a des taxes aussi que l'industrie du tabac paye, qui sont assez importants pour l'économie, par exemple, d'un pays. Si ces taxes peuvent servir à couvrir des frais, ça peut freiner quand même l'intervention du gouvernement par rapport à ça. Que dit le médecin? Que dit le médecin entre les recettes, j'arrive madame, voilà, entre les recettes attendues dans la loi de finances et le coût de la santé dû aux dégâts du tabac? Alors déjà, comme a dit madame Diakité, les industries du tabac ont plusieurs astuces. Ne serait-ce qu'en Occident, avec les législations drastiques, il y a une tendance à une modification du type de consommation. On sait qu'en Afrique, comme au Mali, principalement, le tabac était chiqué ou prisé. Et en Occident, c'était surtout la fumée, cigares, cigarettes. Actuellement, avec toutes les restrictions, interdiction de fumer dans les lieux publics et autres, les gens ont une tendance à beaucoup plus utiliser les tabacs sans fumer, avec tout le corollaire de complications sur la santé, qui est le même en dehors de la fumée. Les autres complications cardiovasculaires et autres sont les mêmes. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que c'est un peu le jeu du chat et de la souris. On met une législation et des lois et on essaie de trouver une astuce. Donc l'industrie du tabac essaie de trouver une astuce pour toujours maintenir un certain niveau de consommation et de dépendance. Parce que quel que soit le mode de consommation du tabac, il y a la nicotine. Donc il y a la dépendance.
Maintenant, concernant les législations au niveau des pays africains, comme je vous ai dit, il y a plusieurs lois et autres par rapport à la loi cadre de l'OMS, par rapport à différentes conventions, par rapport aux décrets d'application. Ces décrets et ces lois sont ratifiés progressivement par différents pays. Mais le problème ne se situe pas toujours au niveau des décideurs politiques. Certes, eux, ils ratifient, mais après avoir ratifié une loi ou une convention, encore faudrait-il qu'il y ait un procédé de communication derrière pour l'accompagnement de la mise en application de cette loi ratifiée. Et généralement, c'est cette communication qui fait défaut. Parce que les lois sont appliquées, les lois sont ratifiées, sont promulguées, mais la majorité de la population n'a même pas connaissance que ces lois sont ratifiées dans leur pays. Alors, que fait la société civile? Bon, avant de parler de la société civile par rapport à la santé, les taxes qu'on reçoit, quand on analyse un peu, par exemple, la prise en charge d'un malade de tabac peut coûter 10 millions pour peut-être une survie de 2-3 ans maximum. Donc, mais si on compare ces 10 millions ou si on divise la taxe par ces 10 millions, combien de personnes on arrive à sauver? Et c'est ce que nous essayons de faire comprendre aux autorités, que les taxes qu'on reçoit ne représentent rien face aux 8 causes de décès dus au tabagisme. Donc ça, c'est un point que je voulais que la population sache, et c'est ce que l'industrie du tabac utilise toujours. On peut même donner à crédit les impôts de l'année avant la fin de l'année. Donc nous sommes en train de lutter par rapport à cela, que les gens comprennent que la prise en charge est excessive et même impossible. Il faut évacuer. On n'a pas toujours les moyens d'évacuer. Ceux qui n'ont pas les moyens finissent à la physio-pneumologie. Que fait la société civile dans sa lutte contre le tabagisme? Nous avons... Bon, la société civile, c'est peut-être le réseau plus l'association des consommateurs, parce que c'est un produit qu'on pense que c'est un produit à consommer, ça se classe parmi les produits à consommer, alors que le tabac c'est une drogue dure, comme les autres. Donc nous avons adopté la stratégie d'abord de plaidoyer par rapport à l'État. Et la première loi du Mali, c'était en 96, la loi 96-041, qui vient d'être abrogée et qui parlait seulement de la restriction, pas empêcher, mais restreindre la publicité. Et grâce aux actions menées sur le terrain par les associations qui sont créées, parce que de 1998 à maintenant, nous sommes 12 associations dans le réseau maintenant. Cela veut dire que c'est une progression. Et la plupart des réseaux-là sont créés, des associations sont créées par des jeunes. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience quand même de la jeunesse par rapport à ça. Et la plupart du temps, c'est des étudiants sortis de l'école de médecine qui ont créé des associations à la fin. Après leur thèse, ils ont pensé qu'il faut créer les associations. Donc déjà, c'est un grand pas. Donc nous sommes en train de faire, nous avons fait un plaidoyer et ce plaidoyer a abouti à la rédaction de la loi 96-041 et nous avons maintenant la loi 10-033 qui a été promulguée le 12 juillet 2010. Nous venons d'avoir le décret d'application en 2012 là tout près. Et cette nouvelle loi est en train va créer un comité national de contrôle du tabac au Mali, dont nous sommes membres. Nous sommes membres à part entière. Donc ça va nous aider à faire un bon plaidoyer pour que l'État puisse s'impliquer. Parce que là où nous sommes en train d'amener l'État à prendre une vraie politique nationale de lutte contre le tabac. Comme la politique de lutte contre le sida, comme le programme de lutte contre la tuberculose, comme le PALI. Parce que c'est encore plus, le taux de tabagisme au Mali, c'est dans l'ordre de 18 à 30%. C'est une jeunesse de 13 à 15 ans.
Donc c'est une jeunesse qui est déjà finie avant d'être adulte. Donc nous pensons que la lutte contre le tabac a besoin d'une politique nationale pour préserver la santé des populations. Donc nous sommes en train de lutter dans ce sens. Très bien. En préparant cette émission, j'ai discuté avec quelques personnes et l'une d'entre elles m'a dit, écoutez, dans un continent comme ça qui est en proie au sida, en proie au palu, à la malnutrition, à la mauvaise gouvernance, est-ce que vous croyez véritablement que la lutte contre le tabac est une priorité? Quelqu'un m'a posé cette question. Je vous la pose. La lutte contre le tabac est une priorité. Parce que c'est vrai que les politiques de santé actuelles de nos différents États visent les maladies qui sont actuellement les plus mortelles. Mais beaucoup de ces maladies sont liées au tabac. Parce que le tabac influence l'apparition de ces différentes maladies. Si on prend l'exemple de la tuberculose, le fait de fumer ou d'être enfumé, comme on peut dire de manière plus simple, va détruire tout ce qui est système de protection au niveau des voies respiratoires. Donc, les différents microbes auront un temps de contact beaucoup plus long, et ce qui fait que ces personnes sont plus susceptibles à faire des infections. Donc, si on voit par rapport à tout ce qui est VIH, par rapport à tout ce qui est tuberculose et autres fléaux, certes, pour l'instant, le continent est beaucoup plus en proie de ces différentes pathologies, mais si ces différentes personnes qui sont susceptibles d'avoir la tuberculose, ce qui est multiplié par le fait de fumer, les personnes qui fument aussi sont sujets des fois à d'autres toxicomanies, tout ce qui est les autres drogues ou l'alcool. Donc on entre dans un cercle vicieux et finalement ces mêmes personnes vont se retrouver dans 40 ans ou même dans 20 ans sous le poids des problèmes de santé liés directement au palu, enfin au tabac, alors qu'entre-temps ils sont déjà sous-emploi. Donc ce qui fait que c'est un fléau qu'il faut combattre pour l'avenir des États. Certes, actuellement, le poids n'est pas lourd, mais c'est en face parce que la consommation est en progression et donc bientôt, on verra des conséquences du tabac beaucoup plus nombreuses. Au niveau du poumon, les conséquences, nous, on les rencontre actuellement pratiquement tous les jours en consultation pneumologique. Il semble que on constate le développement du tabagisme de plus en plus dans les milieux féminins et jeunes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette observation. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui explique que de plus en plus de jeunes filles, parce qu'à l'époque, les jeunes filles qui fumaient, vraiment, ça se comptait sur le bout des doigts, alors que maintenant, je pense ça passe même comme une banalité. Bon, moi, je pense que c'est une réalité. Et c'est encore une stratégie de l'industrie du tabac, parce qu'on a des cigarettes qu'on appelle tabac léger pour femmes. Donc, c'est des produits qui sont manufacturés à l'image d'une cible. Le cible de la jeunesse, c'est les tabacs fruités. Oui, mais on sait que qui sont vendus. Mais ça, c'est de l'escroquerie. Voilà. Bon, donc, léger, ça veut rien dire. Voilà. Donc, ce sont des jeux de mots qui attirent la jeunesse. Et aussi, il y a le fait que les jeunes pensent que le tabac peut régler beaucoup de choses. Par exemple, les déceptions, la timidité, le manque de concentration, parce que nous avons mené une petite enquête par rapport à ça. Et les premières causes, c'était d'abord de vaincre la timidité. C'était pour des raisons de pouvoir mieux étudier, veiller, effectivement. Alors que ce sont des illusions créées par le tabac. Quand on fume, même si on ne dort pas, on n'est pas concentré. Donc ça vous donne cette fausse illusion qui fait que de plus en plus, les enfants commencent à fumer. On sait que le plus jeune fumeur malien, il a 7 ans. 7 ans. Il a 7 ans. Donc s'il a 7 ans... Espérance de vie. L'espérance de vie, voilà. 7 ans, espérance de vie. À 7 ans, les poumons ne sont pas encore développés. Donc il va commencer à faire... à partir de 30 ans déjà, il aura pratiquement plus de souffle. Il va commencer à présenter les effets parce qu'il a commencé trop tôt.
Alors, vous n'avez jamais commencé. Vous savez tous que cette année, le thème de cette journée, c'est l'interdiction globale de la publicité du tabac, de la promotion et de tout parrainage par l'industrie du tabac. Alors, est-ce que sérieusement, dans nos pays, il est possible d'atteindre ces objectifs-là? Quand on sait que les activités artistiques, les grands concerts, etc., les festivals, sont sponsorisés bien souvent par l'industrie du tabac. Le sport, ce qui est d'ailleurs une aberration, est aussi sponsorisé par l'industrie du tabac. Est-ce que vous pensez réellement que le thème de cette année est un thème qui peut être appliqué par nos pays? Moi, je pense que c'est un thème qui est arrivé à point. Pour le cas du Mali, par exemple, on peut être fier que la publicité directe, par exemple, à la télé, elle n'est plus visible. Mais ce qui est encore plus important, c'est la publicité indirecte. Cette publicité indirecte, elle va être difficilement gérable, mais il faut qu'il y ait une action commune. Une action commune de beaucoup plus d'intervenants dans la lutte. Et ce matin, j'avais interpellé un peu l'industrie du commerce qui importe des bonbons, cigarettes, des bonbons en forme de cigarettes qui sont vendus devant les écoles. Et quand tu vois un enfant qui achète ces bonbons, la première des choses, c'est essayer d'imiter son papa qui fume. On fume d'abord le bonbon avant de le croquer. Ça, c'est une publicité indirecte. Nous avons des flacons de parfum de femmes qui ont la forme de cigare. C'est une publicité. Nous avons aussi des véhicules qui traînent dans la rue avec les couleurs du tabac de la marque. Donc ça, ce sont des publicités indirectes. Donc pour arriver à atteindre les objectifs, parce qu'on a dit que toutes les parties doivent instaurer l'interdiction globale. Ça veut dire que nous devons tout mettre en œuvre, en plus de cette publicité directe qui a disparu, aller vers la publicité indirecte. C'est ça qui est la plus dangereuse. Il paraît que l'industrie du tabac organise elle-même le trafic de ses propres produits. Je trouve ça vraiment pernicieux. C'est-à-dire que ce sont eux qui organisent le trafic. Mais ça peut être une stratégie. Alors il paraît que le tabac rend pauvre. Oui. Évidemment, nous avons mené une enquête en 2010 sur tabac et pauvreté dans 3 régions du Mali, plus le district de Bamako. Et nous avons trouvé que 80% des gens qui fumaient étaient plus pauvres. C'était les conducteurs de petits pousse-pousse, c'était les chauffeurs, c'était encore les apprentis. Donc, l'ensemble des grands fumeurs était à ce niveau. Donc, si on voit un peu les revenus de cette couche, qui n'a même pas le SMIC à la fin du mois, donc ils s'appauvrissent davantage. Par exemple, un journalier qui a maintenant 2000 francs par jour, et qui fume un paquet de cigarettes, ça fait 600 francs. Et il a son loyer à payer, il doit manger. Il ne pourra pas manger peut-être parce qu'il faut laisser le reste pour le loyer. Donc il s'appauvrit de plus en plus. Et cette enquête, les résultats sont avec nous, nous l'avons mis sur Internet pour que les gens comprennent. Donc tout à fait, le tabac appauvrit et ce sont les pauvres qui sont les plus grands fumeurs. Docteur, dites-nous, une jeune fille qui fume et qui est amenée à être maman, qui va avoir une grossesse, qui va développer une grossesse, qui va accoucher d'un bébé ou de plusieurs... Quels peuvent être les impacts de son tabagisme sur sa santé d'abord, elle, et sur celle des enfants qu'elle va mettre au monde? Alors, déjà,
les jeunes femmes sont très sensibles à la beauté. Alors le fait de fumer les cigarettes, et donc ça rend la peau terne. Les jeunes filles, on aime bien avoir une jolie peau. Bon, déjà, au bout d'un certain moment, l'aspect de la peau devient terne. Par rapport à sa propre santé, à elle, ça diminue la fécondité parce que ça interfère avec des mécanismes hormonaux au niveau de l'organisme. Donc, ça diminue la fécondité. Non seulement chez la femme, mais en plus chez l'homme. Si elle a la chance de contracter une grossesse et qu'elle continue à fumer pendant qu'elle est enceinte, alors tout ce qu'elle absorbe comme substance toxique, étant donné que son enfant se nourrit à travers elle, ils échangent le sang, tout ce qui est substance toxique se retrouve dans le système sanguin de l'enfant. Donc avec des risques de tout ce qui est accouchement prématuré, des malformations, des fausses couches, et donc l'enfant qui naît est beaucoup plus fragile, il y a beaucoup plus de prématurité. Et surtout ça. Donc c'est néfaste non seulement pour elle, en plus néfaste pour les grossesses qu'elle peut porter et néfaste encore pour l'enfant qui va naître. Et si elle continue après la naissance de l'enfant, donc c'est des enfants qui sont beaucoup plus susceptibles, qui font beaucoup plus d'asthme, qui font 2 fois plus d'infections pulmonaires et bien sûr qui meurent plus rapidement et plus facilement. Donc le tabagisme actif de la mère est responsable de beaucoup de morts subites du nourrisson. Très bien. Nous arrivons à la fin de la première partie de notre émission. Il nous reste 2 minutes. Je vais les partager entre vous pour un appel probablement que vous souhaitez lancer à l'endroit des uns et des autres. Donc, Madame Diallo, voilà. Vous la première, puis ensuite, docteur. Ajouter que ces enfants qui sont nés comme et qui, s'ils arrivent à grandir, c'est des futurs fumeurs parce qu'ils sont déjà en contact avec la nicotine. Donc, quand ils sont avec quelqu'un qui fume, ils fument. Donc, souvent, quand nous parlons, nous disons que le tabagisme, c'est une maladie transmissible. C'est ça. De la maman. Donc, vous avez 1 minute, Madame Diallo. L'appel à lancer. Lancez votre appel. Voilà, c'est qu'il faut que les gens comprennent que la lutte anti-tabac, c'est une lutte réelle. Et que ce n'est pas parce que c'est un comportement, c'est une action comportementale, mais c'est réel pour les pays en voie de développement parce que le tabac de plus en plus tue les jeunes. Il y a tellement de jeunes qui meurent de tabagisme à l'âge de fleurs, donc ça réduit non seulement la production, la productivité et les bras valides, et vraiment ça retarde le développement durable de tout un pays. Merci. Docteur? Alors moi, l'appel que j'ai à lancer, c'est pour les fumeurs. Qu'ils arrêtent le plus tôt et le mieux avant l'installation des maladies, parce qu'il y a beaucoup de substances qui sont dans la fumée toxique du tabac, dont le cadmium, c'est un métal, comme le nickel. Ils ont une demi-vie d'élimination de 70 ans, c'est-à-dire ils commencent à s'éliminer de l'organisme au bout de 70 ans. Donc si vous fumez une cigarette maintenant et que ça s'est déposé, vous voyez 70 ans par rapport à l'espérance de vie d'un Malien et d'un Africain. Donc arrêtez maintenant pour votre propre santé, pour l'avenir de vos proches. Merci, docteur. Nous allons maintenant passer aux appels téléphoniques. Alors, nous avons M. Bengali qui appelle de Bamako. M. Bengali? Oui, oui. Bonjour. Vous êtes sur Africa Télévision. Vous avez la parole. Donc, moi, je vais poser une question. Allez-y. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir quels sont les conseils que les experts peuvent donner et qui vont nous aider à arrêter de fumer. Vous souhaitez des conseils pour arrêter de fumer? Oui. Docteur, est-ce que vous avez des informations sur cette question? Déjà, il a fait un grand pas parce qu'il a déjà la volonté. Il pense déjà à vouloir arrêter. Ça, c'est déjà beaucoup. Donc, les conseils qu'on pourrait lui donner, c'est de prendre attache soit au niveau de la DUDAS ou au niveau du service de pneumologie. Okay? Donc, par rapport au niveau du service de pneumologie au CHU du Point G, par rapport à votre question concernant les différents services de tabacologie,
je ne pense pas qu'il y ait de service de tabacologie en tant que tel dans la région ouest africaine, mais tous les pneumologues sont un peu tabacologues, parce que c'est le premier organe qui est en contact avec la fumée de cigarette et les conséquences sont nombreuses. Et donc ils peuvent s'adresser à vous, donc, très bien, au service. D'accord. Madame Diallo. Oui, tout à fait. Ça c'est involontaire. Oui, manifestement. Parce que arrêter de fumer, c'est un acte de volontariat. Il faut le vouloir. Et il faut avoir aussi une raison valable pour arrêter de fumer. Et comme j'ai dit dans le cahier, on a la première page du cahier, on a l'autosuggestion. L'autosuggestion veut dire qu'est-ce qui vous amène à arrêter de fumer? Qu'est-ce que vous avez eu qui vous fait penser que je dois arrêter de fumer? Donc c'est déjà la première partie de la volonté de l'individu. Donc à chaque fois que vous voyez que vous avez ce besoin et que il y a des gens qui disent je vais arrêter de fumer parce que je ne peux même plus courir. Donc nous disons écrivez en gros je vais arrêter de fumer pour pouvoir mieux courir. Donc il y a un aspect qui est là, c'est-à-dire la volonté d'abord d'arrêter de fumer. Quand vous avez cette volonté, vous allez arrêter de fumer. Les gens disent qu'il faut faire progressivement. Nous disons que vous avez commencé à fumer progressivement, mais si vous voulez arrêtez de fumer. Vous n'aurez pas de problème. Il faut arrêter pendant qu'il est temps. En essayant de faire progressivement, peut-être que vous allez faire 20 ans, vous êtes en train de faire progressivement. Oui, mais Madame Diallo, est-ce que pour M. Bengali, par exemple, je suppose qu'il a la volonté, mais est-ce qu'il y a un service qui est dédié à apporter une aide psychologique ou médicale pour arrêter de fumer? Voilà, nous, comme je l'ai dit dès au départ, que nous faisons le sevrage individuel. Ça veut dire que moi, en tant que Madame Diallo, il y a ce cahier que je mets à la disposition des gens. Nous discutons. Il y a des gens qui continuent l'opération, donc je suis à leur disposition pour pouvoir l'aider. Une fois qu'ils arrêtent complètement de fumer, nous mettons une fiche de référence sur lui et nous l'envoyons en cardiologie chez le seul tabacologue qui est au Mali, chez le docteur Diallo. Est-ce que vous acceptez que Africable mette vos coordonnées à la disposition des fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer? Il n'y a pas de problème. Nous sommes à leur disposition. Très bien. Qui nous téléphone, on peut se voir, on discute. Déjà en discutant avec la personne, on sait si la personne veut réellement arrêter de fumer. Dites-moi, est-ce qu'en Afrique, ou en Afrique de l'Ouest par exemple, il existe ce genre de service qui n'existe pas ici dans votre pays, le Mali? Bon, je sais qu'il y a des centres de cure partout, mais uniquement tabac, c'est difficile de l'avoir ici. Mais je sais que dans les hôpitaux, souvent quand les gens vont en consultation, ils disent carrément, il faut arrêter de fumer. Nous avons M. Jibo. M. Jibo, vous téléphonez du Niger? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, vous êtes sur Africa Télévision, vous avez la parole. Oui, c'est d'accord. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup Africa Télévision pour vraiment tout ce qu'elle est en train de faire pour traiter vraiment des thèmes assez importants, de savoir à travers les différents pays. Ce qui est d'abord qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. Donc, l'édition de cette année porte sur l'interdiction globale de la publicité en faveur du tabac. Donc, je dois préciser que le tabac est vraiment un producteur, il tue 1 sur 2 de ses consommateurs. Donc, voyez-vous, il est important, n'est-ce pas, donc, que les pays africains, n'est-ce pas, donc, puissent interdire globalement la publicité du tabac, le parrainage, le sponsoring du tabac. Donc, les compagnies du tabac sont en train d'analyser, en tout cas, sur le marché africain, n'est-ce pas, donc, un marché plus ou moins bien, un marché sur lequel elles s'interviennent. Je pense que les gouvernants africains doivent, n'est-ce pas, donc, se lever comme un seul homme pour combattre l'industrie du tabac, pour éviter la publicité d'un produit qui tue 1 sur 2 de ses consommateurs. Nous, ici au Niger, le gouvernement, n'est-ce pas, donc, depuis 2006, a favorisé l'adoption d'une loi anti-tabac qui interdit, entre les articles 7 et 8,
n'est pas donc l'interdiction et la publicité en faveur du tabac. Maintenant, l'application, c'est une autre chose. Sinon, à 80%, grâce à la collaboration justement des médias nigériens, donc nous avons une application faite à 80% de ces dispositions-là. Donc, merci. On assiste à un retour rampant de la publicité sur les points de vente. Donc, tout ça, en tout cas, pour ce que je parle de mon association, qui est FSF Niger, donc nous allons prendre des dispositions que la loi nous confère pour développer des compagnies qui démontrent le problème de ce secteur. Merci, M. Gibault. Merci pour cette importante contribution. Mesdames. Évidemment, c'est une contribution. Au Niger, il y a SOS Tabagisme Niger qui collabore avec nous. Donc nous savons qu'ils ont fait beaucoup d'efforts parce que leur loi, c'est la loi anti-tabac même. Donc ça, c'est déjà un grand pas qui est très important. Et c'est l'objet même du plaidoyer que j'ai tantôt dit, qu'il faut que les gouvernements sachent que ce qu'on est en train de nous offrir ne nous avance pas. Oui, docteur. Oui, tout à fait. En fait, les différentes législations prises dans divers pays, que ce soit le Niger, la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, ça permet vraiment à tout ce qui est association de lutte contre le tabac, aux différents médecins et aussi aux individus de se rendre compte de ce fléau et de se rendre compte des différentes décisions qui peuvent être prises tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Donc moi je dirais qu'il faudrait beaucoup plus insister sur le lieu de rencontre des jeunes, puisque les jeunes sont surtout eux qui sont recrutés. Là, le tabagisme débute majoritairement à l'adolescence. Et donc, on se retrouve dans les boîtes de nuit, dans les bars dancing et autres. Et malheureusement, c'est ces lieux que choisissent les différentes firmes tabagiques avec leurs équipes pour faire la promotion de leurs produits. Donc, il faudrait déjà qu'il y ait une certaine restriction par rapport à ça. D'accord. Alors, nous avons M. Doumbia. Bonsoir, M. Doumbia. Vous appelez de Côte d'Ivoire? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Vous appelez de Côte d'Ivoire et je crois que vous voulez plutôt faire un témoignage parce que vous venez d'arrêter de fumer. Oui, vraiment. Voilà, alors donc nous vous écoutons. Allez-y. Vraiment, ça fait une semaine d'arrêt que moi je fume. Je trouve que ce n'est pas du tout intéressant. Je donne les expliquer récemment. C'est presque ça fait presque une année je laisse la cigarette. Vraiment, franchement, parce que soit je l'ai fait, ça m'a trop mis à l'aise, quoi. C'est ça mon dernier passé. Monsieur Doumbia, pourquoi vous avez arrêté de fumer? Bon, franchement, ça m'a fatigué tout le temps. Ça vous fatiguait? Ça veut dire quoi? Ça vous fatiguait? La touche, la haine, tout, ça m'a fatigué trop. Franchement. D'accord. Merci bien, M. Doumbia. Merci, M. Mariko. Merci bien. Voilà, Mesdames Diallo et Ouattara vont réagir à votre contribution. Merci bien. Oui, allez-y. Oui, moi, je dirais toutes mes félicitations. Il est brave. Parce que avoir pris la décision d'arrêter complètement de fumer, et je lui dis bravo. Mais je lui dirais aussi qu'il doit être un ambassadeur quand même pour aider les autres à arrêter de fumer. Parce que dans notre cahier, il est dit, quand vous arrêtez de fumer, souvent, ce qui manque aux fumeurs, c'est de refuser une cigarette à quelqu'un. À chaque fois qu'il met une cigarette à la bouche, il tend le paquet à l'autre. Nous disons, quand vous arrêtez de fumer, si on vous donne une cigarette, dites à la personne, je ne fume plus. Il faudrait mieux d'arrêter de fumer parce que, et donc, cette personne aura à réfléchir et voir aussi être volontaire comme celui qui a arrêté de fumer. Très bien. Docteur, vous vouliez parler? On félicite toujours ceux qui ont le courage d'arrêter de fumer et la volonté. Maintenant, ce que je pourrais dire à mon compatriote de Côte d'Ivoire, c'est de consulter un médecin pour qu'il sache à quel stade et à quel niveau sont les dégâts au niveau de son appareil respiratoire ou autre. Parce qu'il a dit ça le fatiguait. On suppose que c'est par rapport au souffle. Et dès qu'on arrête de fumer, au bout de 24-48 heures, on sent un regain de souffle parce que le sang
est débarrassé du monoxyde de carbone. Parce que le sang a une susceptibilité plus facile pour capter ce monoxyde de carbone par rapport à l'oxygène. Donc quand on respire la fumée, il est rapidement saturé avec cela et on ressent un essoufflement. Donc au bout de 24-48 heures déjà, on a cette sensation de bien-être. Donc il pense à cette sensation de bien-être pour maintenir son sévrage et qu'il aille voir des spécialistes, des pneumologues, pour qu'ils évaluent le retentissement donc, de sa consommation de tabac sur ses fonctions respiratoires, afin que la prise en charge, si maladie il y a, se fasse rapidement. Il ne faut pas attendre que les manifestations cliniques s'installent trop pour aller déjà consulter, qu'il y aille dès maintenant. Très bien. Nous avons M. Modibo Camara. Monsieur Camara, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va. Vous téléphonez du Mali? Oui, du Mali. Vous êtes sur Africa Télévision, vous avez la parole. Par rapport aux efforts qui sont faits au niveau mondial, pour sensibiliser les gens à s'abstenir, voire à se faire carrément de fumer. D'accord. Est-ce qu'au niveau de certains États de beaucoup d'États, le bilan arrière du dégât causé par le tabac sur un santé est mis à disposition des populations? Ou bien le bilan est dû à la population pour inciter les gens à fumer moins. Ou à ne pas fumer du tout. Merci bien, monsieur. Voilà, ou à ne pas fumer du tout. Voilà, nous allons essayer de répondre. Alors, mesdames, quels sont les efforts qui sont déployés au niveau mondial? Bon, déjà avec la convention cadre de l'OMS, c'est déjà un effort. Et parce que la journée mondiale sans tabac, c'est la deuxième journée la plus importante de l'Organisation mondiale de la santé après la journée mondiale de la santé. Donc c'est déjà un effort. Et puis depuis la mise en place de l'accord cadre, il y a à peu près 170 pays qui ont ratifié la convention. Ça veut dire que les gens sont là-dessus, ils ont vu l'intérêt. Et la convention a commencé à fonctionner avec 40 pays seulement. Maintenant, ils sont à peu près à plus de 170 pays qui ont signé la convention. Et dans ces 170 pays, la plupart a déjà ces lois, ces dispositions réglementaires par rapport à la lutte anti-tabac. Et aussi, il y a la société civile qui est en train de s'y mettre pour essayer de convaincre les gens et appuyer le gouvernement dans les actions de sensibilisation par rapport aux méfaits du tabac. Et au plan médical, est-ce qu'il y a une coordination particulière ou des actions particulières? Alors, au plan médical, ça dépend des pays. Alors nous, à notre niveau, c'est surtout au cours de la consultation ou au cours des séminaires et des rencontres qu'on fait un peu la sensibilisation. Mais surtout, ce qui se passe au niveau médical, c'est des études de plus en plus approfondies et de plus en plus nombreuses pour mettre en exergue les méfaits du tabac. Parce que c'est grâce à ces différentes études, bien sûr, que tout ce qui est convention et autres ont permis et ont été ratifiés dans différents pays. Donc les études scientifiques sont très importantes et sont menées tant par les médecins que les instituts de recherche pour l'amélioration de la santé. Donc c'est surtout ça qui est fait sur le plan médical. Il y a aussi, pour l'appuyer, il y a aussi au niveau de l'interrogatoire, l'état tabagique fait partie du questionnaire d'interrogatoire pour situer déjà le diagnostic de la maladie. Ça ne se faisait pas. Le malade vient, on le consultait, mais on ne lui demandait pas s'il fumait ou ne fumait pas. Maintenant, au Mali, quand il vient seulement, on dit, est-ce que vous fumez? C'est ça. Donc, c'est déjà un grand pas au niveau des hôpitaux de savoir si vous fumez ou fumez pas. Et puis aussi, il y a le programme santé publique à l'école de médecine qui parle beaucoup du tabac. Il y a aussi au niveau du ministère de l'Éducation nationale en éducation civique. Ça existe dans le curricula des élèves. Donc, c'est déjà des aspects qu'il faut encourager. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, mesdames, pour cette contribution que vous apportez en ce jour de Journée mondiale sans tabac. La semaine prochaine, je vous inviterai à réfléchir sur la capacité des administrations publiques africaines
à faire face aux enjeux du développement. Comme vous le savez, vous pouvez participer à l'émission en téléphonant au 00223 44 20 80 80, en envoyant vos SMS au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabletelevision.com. Voilà. Merci à vous tous. Bonne soirée chez vous et à vendredi.